L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Le Cameroun a l'épreuve des principes démocratiques. À l'occasion de la journée internationale de la démocratie, le bilan du Cameroun apparaît préoccupant. Le pays est souvent cité en contre-exemple tant sur la scène africaine qu'internationale. La société civile et les observateurs internationaux pointent du doigt l'absence effective de séparation de pouvoir. À Ngaoundéré, le lycée de Beka au Séré illustre la politique de l'éducation inclusive. Adamou, élève sans main, écrit avec ses pieds et trace au tableau de sa vie une leçon de courage et d'intégration. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons cette édition d'information par les régionales du 30 novembre prochain dont la date limite de dépôt des candidatures a lieu hier conformément à la loi. L'Adamawa sera le théâtre d'un combat politique arc entre l'UNDP qui en a fait un bastion et le RDPC pressé de reprendre la main. Le week-end dernier, les deux formations en était à la validation des dossiers de candidature. Saïdou Mohamedou. La supervision des commissions locales, les bureaux de réception du RDPC et de l'UNDP ont enregistré des prétendants au conseil régional de l'Adamawa. Le travail des commissions consiste non seulement à recueillir des dossiers, mais aussi à vérifier leur conformité aux textes électoraux et aux critères internes fixés par les formations politiques. Nous avons reçu une quarantaine de dossiers sur 25 places. Dossiers ont été examinés, évalués. Le président de la commission régionale a déjà réceptionné tous les dossiers de tous les autres départements. Et les dossiers ont été transmis à Yaoundé. À l'UNDP, la commission a déjà ficelé les dossiers réceptionnés. Nous avons fait déjà des sélections de nos candidats. Dans la VINA, nous avons 25 conseillers. Et pour les 25 conseillers, il faut que tous les arrondissements, 8 que nous avons, soient, dont les 8 arrondissements ont au moins 2 conseillers. Et nous allons déposer nos dossiers aujourd'hui même. Tendance confirme la volonté des deux principales formations politiques de l'Adamawa de s'assurer une présence forte et représentative lors du scrutin du 30 novembre prochain. Et dans le contexte politique actuel au Cameroun, l'état des lieux de la démocratie est un secret de polichinelle. Le pays fait office de mauvais élèves en matière de démocratie en Afrique et dans le monde. Alors que la communauté internationale a célébré la journée internationale de la démocratie avant-hier lundi, au Cameroun, tout porte à croire qu'on est plutôt en dictature. Achille Kanga. L'avis des acteurs de la société civile et des praticiens du droit, dire que le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée de la démocratie relève d'une aberration. Notre démocratie est dans un état d'étranglement assez grave. On savait déjà qu'on était depuis quelque temps en train de reculer énormément en matière de démocratie dans notre pays avec les interdictions qu'on voit tout et là, les arrestations arbitraires, des gens qui sont condamnés à 7 ans tout simplement parce qu'ils se sont exprimés. Est-ce que vous pensez au regard, n'est-ce pas, de ce que nous vivons au Cameroun, que nos gouvernants nous rendent compte? Est-ce que vous pensez, au regard du paysage socio-politique camerounais, que nos dirigeants sont librement choisis? Est-ce que vous pensez, au regard, n'est-ce pas, du contexte socio-politique, que tout citoyen a le droit, n'est-ce pas, de candidater? Dans un pays où le pouvoir est confisqué par un seul et même régime depuis plus de 4 décennies, la démocratie est un leurre. Sur le plan de la séparation des pouvoirs, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'État camerounais, nous avons la séparation des pouvoirs? Que non. J'en veux pour preuve le fait que, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire auquel j'appartiens est complètement infiodé, n'est-ce pas, au pouvoir exécutif. Si on vous attrape dans le cadre d'une manifestation, eh bien vous êtes capable, vous êtes poursuivi par le tribunal militaire et vous pouvez être condamné pour 5 ans, voire 7 ans. Ça, c'est du jamais vu dans aucun pays dans le monde entier. Avec l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon, il n'y a pas meilleur contexte pour démontrer qu'au Cameroun, on parlerait de dictature et non de démocratie. Pour notre pays qui se revendique comme étant un pays de démocratie, qu'on a empêché à des citoyens qui jouissaient de tous leurs droits civils et politiques de participer à la compétition électorale pour pouvoir prétendre à la gestion des affaires publiques. Pour faire fonctionner la démocratie, il n'y a qu'un seul acteur qui doit décider de ça, c'est le peuple. Une étude de l'ONG Freedom House
indique aussi que le Cameroun est loin de répondre aux standards démocratiques malgré les apparences d'un régime multipartiste. Pour le ministre de l'administration territoriale, le respect des lois est un préalable à une élection sereine et sécurisée. Déclaration face aux autorités administratives de la région du centre. Paula Dangandi présidait à l'hôtel de ville de Yaoundé une réunion d'évaluation du processus électoral dans la région. Franck Evina. Rencontre aux allures d'un tour d'horizon sécuritaire. Gouverneur, préfet et sous-préfet du centre autour du ministre de l'administration territoriale. Au moment où le compte à rebours de la présidentielle du 12 octobre 2025 s'accélère. Également dans la salle, les responsables locaux d'Elections Cameroun et des administrations impliquées. Comme lors des étapes précédentes, marquées notamment par la convocation du corps électoral, le dépôt des dossiers de candidature, la publication des listes électorales et le contentieux préélectoral, la région siège des institutions doit demeurer un havre de tranquillité pendant la campagne imminente, le scrutin et le contentieux post-électoral. Les acquis de la nation doivent être préservés par tous les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques doivent garder en esprit qu'il est important de préserver les acquis de la nation, la paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, c'est très important. Et je crois que le scrutin présidentiel donnera l'occasion à chaque acteur de prouver sa propre maturité et de rester responsable. Autre aspect sur lequel le patron de la territoriale attire l'attention des autorités administratives du centre, le déploiement des observateurs électoraux, dont le rôle clé est toutefois encadré. Et quand les pieds prennent la place des mains, nous vous l'annoncions en titre, Adamou, élève au lycée de Bekaro Sera Ngaoundéré, écrit ses leçons avec ses orteils, symbole vivant de l'éducation inclusive, désormais déployé dans 720 établissements. Suivons le récit exclusif d'Éric Ngeli. Premier, page. Ses orteils se saisissent du stylo à billes et le manipulent avec la dextérité des doigts. Lorsqu'il faut toutefois souligner un mot ou une phrase, ses camarades sont appelés à la rescousse. Sylvain est l'une des aides. Même si il est handicapé, on doit l'accepter comme tous les autres, parce qu'il est aussi un être humain. Je me sens bien et je trouve qu'il se comporte bien avec moi. Nous sommes dans une salle de classe inclusive du lycée de Bekao Sera Ngaoundéré. Adamou a 16 ans. L'élève de la classe de 3e est né diminué des membres supérieurs avec une malformation de la jambe droite. Quand je le vois écrire avec le pied, je suis vraiment triste pour lui. Tout le monde est gentil avec lui, on s'amuse bien et il dérange. Il est également celui-là qui participe aux activités de scoutisme parce que c'est lui qui lève les couleurs chaque matin. Il est dans le club journal. Il n'est pas stigmatisé, il n'est pas rejeté, il est intégré. Écrire avec ses pieds, une véritable prouesse d'adaptation face à son handicap. Tous les matins, un élève doit toutefois se porter volontaire pour le chausser ou le déchausser. L'établissement lui a fabriqué un table-banc accommodant à sa situation. Du directeur aux enseignants, en passant par les élèves, tout le monde est sensibilisé à faire en sorte qu'Adamou soit un élève à part entière. Nous ne pouvons pas aller au même rythme que les autres élèves. Donc il faut donner un peu plus de temps à ces élèves-là. Dans nos nouveaux bâtiments, il y a les rampes d'accès pour des personnes handicapées. Merci beaucoup au gouvernement de ce qu'ils font pour les handicapés et qui doivent encore continuer comme ça. Au lycée de Bekao Sera, l'éducation inclusive est une réalité, ce qui permet à Adamou de nourrir des rêves d'être un jour médecin. Parlons à présent de la santé maternelle et infantile. Le gouvernement camerounais a lancé son plan stratégique national de santé de la reproduction maternelle, néonatale et infantile pour la période 2025-2030, visant à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce plan ambitionne de combler les lacunes dans l'accès aux soins de santé, en particulier dans les régions rurales et celles touchées par les crises sécuritaires. Ghislain Koungan et Yvan Selme Tabiofo.
La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise socio-politique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3, dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Focalisons-nous ce soir au mariage précoce qui demeure dans le Grand Nord Cameroun une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas. Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour le changement des mentalités. Boubacar Adam. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. Pour faire face à ce que l'on peut appeler la crise des ordures dans la ville de Yaoundé, le Premier ministre chef du gouvernement a prescrit un plan d'urgence. Seulement, depuis la signature de ce document, le 25 février dernier,
Le volume d'état d'immondices a doublé dans les rues de la capitale politique, ce qui interpelle la responsabilité du gouvernement. Reportage Pierre Binon-Omba. La crise des ordures dans la ville de Yaoundé nous dévoile l'incapacité de l'État à faire face à certaines de ses obligations régaliennes. Car au-delà de l'ordure ménagère dans un coin de la rue, c'est toute une chaîne d'irresponsabilité qui impacte sur des domaines diversifiés de la vie tels que la santé, la pollution environnementale, l'obstruction des canaux et des chaussées, avec comme conséquence la mauvaise évacuation des eaux et les embouteillages. En bref, la crise des ordures dans la ville de Yaoundé devient la crise de toute une société. Une situation qui devrait attirer l'attention du gouvernement en général et en particulier du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le département que dirige Mme Célestine Ketcha-Courtès a en effet comme prérogative, entre autres, les stratégies d'aménagement et de restructuration des villes, la gestion des infrastructures urbaines, l'amélioration de la circulation dans les centres urbains, l'embellissement de ces centres urbains, l'assainissement, l'hygiène, la salubrité, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Il ne serait donc pas inconvenant de dire que la maîtrise de ce cahier de charges échappe totalement à Madame le ministre au vu de la situation globale sur le terrain. À la question que devient la ville de Yaoundé sous son ministère, la réponse est évidente. Ce sont les nids de poules, c'est une absence de plan d'urbanisation, ce sont les poubelles, ce sont les inondations, l'occupation anarchique de la chaussée, les constructions anarchiques dans les marécages et les flancs de montagne. Bref, c'est un véritable capharnaüm qui tient lieu et place d'une ville à l'indifférence absolue du ministère en charge des questions urbaines. On peut également se demander à quand remonte un véritable plan directeur pour la ville de Yaoundé, tenant compte de la démographie galopante, de l'industrialisation et de la consommation qui évolue à une vitesse exponentielle. On est surpris qu'aucune solution ne soit préconisée 30 jours après la directive premier ministérielle sur l'assainissement urbain. Une attitude qui s'apparente à la défiance, mais qui en fait masque l'incompétence à défaut d'un agenda caché. Au-delà des frontières camerounaises, les frappes israéliennes ayant ciblé des membres du Hamas au Qatar la semaine dernière visaient à faire dérailler les négociations sur Gaza, a accusé lundi 15 septembre l'émir du Qatar à l'ouverture du sommet exceptionnel des dirigeants arabes et musulmans organisé en réponse à cette attaque sans précédent. Suivons le récit de Marco Pop. 28 juillet 2025, un an et demi après le 7 octobre 2023, 17 pays arabes signent la déclaration de New York sous l'égide de la France et de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois, tous appellent le Hamas à déposer les armes et surtout, ils condamnent ouvertement l'attaque du Hamas contre Israël. Les pays de la région, du Proche et du Moyen-Orient, pour la première fois, condamnent le Hamas, condamnent le 7 octobre, appellent au désarmement du Hamas, appellent à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine et expriment de manière claire leur intention d'avoir à l'avenir des relations normalisées avec Israël. Jusqu'alors, tous étaient restés très silencieux sur la question, alors qu'ils n'avaient pas hésité à critiquer la réponse de grande ampleur d'Israël. Deux pays ont notamment appuyé le Hamas, le Liban, à travers le Hezbollah, ainsi que la République islamique d'Iran. Mais pour la plupart, la question est longtemps restée problématique. Les pays du Golfe, tels que Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, se sont inscrits dans un processus de normalisation de leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham signés en octobre 2020. Ils se sont ainsi retrouvés tiraillés entre leur engagement politique et la pression de leur population pro-palestinienne. De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu son rapprochement avec l'État hébreu, quand d'autres sont restés plus ambivalents. L'Égypte et le Qatar se sont ainsi positionnés comme médiateurs du conflit, continuant à en parler avec les deux camps, Doha abritant notamment de hauts cadres du Hamas. Enfin, plusieurs pays ont également participé à la défense d'Israël. Directement, dans le cas de la Jordanie, Amman a intercepté 20% des missiles lancés par Téhéran vers Israël. Ou encore, indirectement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont fourni des renseignements stratégiques aux États-Unis, contribuant ainsi à préserver le territoire israélien. Fin du 20h de 17 septembre 2025 sur Camnews 24 et DFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.